Salut à toutes, salut à tous. On y est, l'étape reine de ce Tour Down Under. C'est la 5e et avant-dernière étape de ce tour. La dernière étape demain sera toute plate, autrement dit, pour faire la différence au classement général. C'est aujourd'hui ou jamais. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on a une arrivée en montée au sommet de la Virunga Hill. La Virunga Hill, c'est le passage traditionnel du Tour Down Under. On y passe chaque année. C'est presque réglementaire. Alors c'est étonnant parce que l'Australie c'est quand même un grand pays. On suppose qu'il y a plus d'une colline en Australie, mais en fait le Tour Down Under, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait c'est pas du tout le Tour d'Australie. C'est-à-dire qu'on n'est pas une année ici, une année là. Le Tour Down Under c'est toujours au même endroit d'Australie, autour de la région d'Adélaïde dans le sud. On va jamais du côté de Perth à l'est, on va jamais à l'ouest vers Melbourne, au Sydney, on va jamais non plus au nord ni au centre. C'est toujours au même endroit. Alors c'est dommage, parce que je pense qu'il y aurait quand même d'autres tracés plus intéressants à faire en Australie qu'un petit peu toujours ce même endroit où il y a quelques collines et c'est tout. Mais voilà, les organisateurs du Tour Under sont tous basés à Adélaïde et c'est donc autour d'Adélaïde que ça se passe. Les coureurs restent dans le même hôtel pendant toute la durée du tour. Il n'y a pas comme dans les autres tours d'aller d'hôtel en hôtel, d'étape en étape, comme on peut le voir par exemple sur le Tour de France évidemment. Là, c'est tout basé autour du même endroit et donc c'est difficile de trouver forcément année après année des collines ou des montagnes différentes ou des tracés différents. Donc voilà, la Virunga Hill, c'est là où il passe chaque année et où se termine chaque année une étape. Aujourd'hui, on va la monter à 2 reprises, à l'arrivée donc, mais également une fois 20 km plus tôt. Et puis il y aura en tout début d'étape une autre ascension, la Wickham Hill, 3 km à 6,7%, qui devrait permettre là des échappées déjà d'être devant. La Virunga Hill, je ne l'ai pas dit, c'est aussi 3 km à 7,4% de moyenne. C'est donc parfait pour les punchers. C'est pas de la haute montagne, c'est pas très long. Ça va se jouer encore une fois à coup de secondes. Javier Romo est leader, il a seulement 4 secondes d'avance sur Narvaez. Donc Narvaez, il lui suffit, il n'a même pas besoin de gagner. S'il finit deuxième et que Romo même est dans le même groupe mais termine au-delà de la 3e place, 4e, bien au jeu des bonifications, ce serait Narvaez qui prendrait la place de leader. Donc il y a du suspense. Ça ne va pas être facile pour Romo, je pense, de garder son maillot face à Narvaez. Mais il y a d'autres coureurs bien placés derrière qui pourraient aussi avoir leur mot à dire. D'ailleurs, moi, pour aujourd'hui, mon favori, c'est Oscar Onley, le Britannique, très bon puncher, qui avait remporté une étape du Tour Down Under l'an passé. Il est dans le groupe, là, une quinzaine de secondes de Javier Romo. Et donc, s'il s'impose en créant un petit écart, il pourrait aussi, pourquoi pas, rafler la mise au général. On va voir ça. On espère voir aussi notre ami Fergus Browning à l'attaque une dernière fois aujourd'hui pour aller sécuriser son maillot de meilleur grimpeur. On va le savoir tout de suite dans cette 5e étape du Tour Down Under. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Est-ce qu'on aura des attaques dès le départ aujourd'hui? Eh bien oui, j'ai bien l'impression. Car dès le kilomètre 0, je vois 3 coureurs là qui sont partis. C'est Pascal Enkorn, le leader de la Soudal Quick-Step, qui a tenté de s'échapper là dès le début, mais le peloton a immédiatement réagi là. On ne les a pas laissé partir. On les a pas beaucoup vus, la Soudal Quick-Step, sur ce Tour de Down Under. On a vu juste William Junior Le Cerf échapper un peu hier, mais il a rapidement abandonné ses autres compères. Donc ça serait bien de se montrer un peu. Mais Pascal Enkorn n'a pas réussi à sortir. Ça roule immédiatement fort, très fort. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit que l'échappée peut-être avait une chance d'aller au bout. C'est peut-être le jour où je ne le dis pas que ça arrivera. Mais bon, maintenant que je viens de le dire, ça n'arrivera pas. Mais on espère quand même voir une belle échappée se former pour inquiéter le peloton et les leaders. On a Oliver Bledin là. Oliver Bledin, c'est un autre coureur de cette fameuse Australian National Team qui tente de s'amuser, d'aller à l'avant. Lui aussi, on l'a pas vu. Il y a beaucoup de coureurs, bien sûr, qu'on n'a pas vu, qui n'ont pas eu la chance de prendre des échappées. Il a 4-5 coureurs dans sa roue, mais le peloton qui roule fort, qui laisse partir tout simplement personne pour l'instant. Peloton groupé sur cette étape aujourd'hui qui fait 146 km entre McLaren Vale et donc le sommet de la Virunga Hill.
Casper Pedersen qui tente de repartir encore pour la Soudal Quick Step. Clairement, là, aujourd'hui, la Soudal, ils veulent être devant. Il a le fameux Oliver Bledin donc dans sa roue qui a réussi à jumper. Et un autre coureur de l'Australien. Ils sont deux là, de la National Australian Team. J'ai pas vu qui était l'autre. Et puis il y a un Ineos aussi qui s'est joint. Ils sont 4 en tête. Le peloton est pas loin derrière, ça roule fort. Il y a d'autres coureurs qui veulent se joindre à l'échappée. Coureurs d'Intermanche et on voit là dans le peloton qui tente de les rejoindre. Ça roule très très fort. C'est une route vallonnée, ça monte, ça descend. C'est pas facile et c'est pas parti. Pour l'instant, un peloton en file indienne, beaucoup de coureurs qui veulent prendre l'échappée. Rien de fait, rien de décisif pour personne. Casper Pedersen qui tente de relancer, mais le peloton est revenu sur lui. Un peloton en file indienne, ça roule très 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 fort dès ce début d'étape. Ça promet un rythme élevé tout au long de la journée. À mon avis, comme c'est l'étape décisive, on va vouloir fatiguer tout le monde pour faire, même si la différence ne se fera que dans la dernière ascension, on aura une espèce de course de côte là, dans les 3 derniers kilomètres sur la Virunga Hill. Mais il faudra y aller le plus frais possible, être au pied de ces difficultés. Allez, là, 6 coureurs qui ont pris un petit écart sur le peloton. On a un coureur d'Intermarché, on a toujours 2 coureurs de la Australian National Team, on a toujours Casper Pedersen. On a aussi un coureur de la Ineos toujours et un coureur de la Team Picnic post-NL. Et l'écart est minime. Ils sont 6. Il y a d'autres coureurs qui essayent de sortir du peloton. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs qui sortent du peloton et qui sont bien sortis. Et le peloton qui ne semble pas réagir. Ça fait un gros groupe là. Ils sont 11-10 à l'avant. Ils ne sont pas encore tous regroupés, mais s'ils arrivaient à se former, ça serait pas mal. Le peloton qui s'est un petit peu calmé. On va voir si cette échappée arrivera à se former. Ça serait un beau groupe là à l'avant. J'ai encore pas tous les noms. On se retourne beaucoup pour voir ce qui se passe derrière. Ça, c'est très décousu. Chaque coureur qui tente d'accélérer, mais voilà, les 5 qui sont sortis du peloton rejoignent les 6 de devant, les 7 même de devant. On a un groupe de 12 coureurs devant qui sont tous en danseuse, parce que c'est un passage où ça monte. Je vois encore un coureur qui rejoint derrière. Est-ce que c'était le premier coureur du peloton ou un échappé qui sent qu'il y a un bon coup là, qui est en train de partir? C'était pas un coureur on a qu'un seul coureur en fait de la National Australian Team, c'était Luke Durbridge, l'autre coureur. À chaque fois je me fais avoir puisqu'il a exactement le même maillot, puisqu'il est champion d'Australie sur route. Ça fait beaucoup, 12 hommes. Le peloton qui roule, il y en a encore 1, 2, 3, 4 qui les rejoignent. Il y en a quasiment 20 hommes à l'avant là, dans l'échappée. Il va falloir que ça éclate, c'est pas possible, là, c'est trop. Alors autant 3, c'est pas assez, autant 20, c'est trop. Là, ça va pas, personne va accepter que 20 coureurs comme ça puissent partir. C'est un coureur de la Groupama qui est dans ce groupe qui fait le tempo, là, les Wisaski. Ça se regarde un petit peu, on sait pas trop, c'est le moment d'y aller à fond pourtant, parce que s'ils partent là les 15 ensemble, ça peut faire mal. Qui va prendre l'initiative derrière? Est-ce que c'est la Movistar du leader Javier Romo? Est-ce que c'est la Team Emirates du favori Narvaez Evine? Est-ce que c'est la Israel Premier Tech qui veut se rattraper de Stephen Williams? C'est une étape aussi parfaite pour Stephen Williams aujourd'hui, qui pourrait pourquoi pas se rattraper des 20 secondes de perdu il y a 2 jours. On ne sait pas trop qui va prendre la responsabilité dans le peloton, et ça pourrait profiter aux échappés. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'équipes représentées, ils sont au moins 15, donc toutes ces équipes qui ont un coureur devant vont dire bah non, on va pas rouler, on a du monde devant. Mais pour l'instant, c'est loin d'être fait. Le peloton est derrière. Il y a un écart de quoi? Peut-être 5 secondes entre les hommes de tête et le peloton. Ça se casse d'ailleurs dans l'échappée. Ça se retourne constamment. C'est assez énorme à voir. Ils se retournent tous, toutes les secondes, pour savoir comment ça se passe derrière. Qui suit, qui ne suit pas. Est-ce qu'il faut rouler, tout donner? Ou est-ce que c'est perdu d'avance car ils sont trop nombreux et le peloton va revenir? Il y a un petit peu toutes les équipes représentées. Je vois aussi, il y a un Décathlon. Ils sont 2 d'Intermarché Venti. Mais ça y est, le peloton qui est en train de revenir sur eux, ils étaient trop. Du coup, les échappés se disaient, on est trop nombreux. On va essayer de garder ses forces et de partir en contre. Voilà, ils sont 2 coureurs à partir en contre. Un 3e qui se joint à eux. Qui on a? C'est les Wisaski.
C'est Lewis Husky avec de nouveau Oliver Bledin. Ah, Oliver Bledin, c'est son jour. Hein. On lui a dit, allez, aujourd'hui, c'est toi qui y vas. Et je pense que c'est Casper Pedersen encore qui s'est rejoint dans la roue. On a 3 coureurs qui veulent. Il y en a 3 autres qui viennent de les rejoindre. Un Ineos, un Arkea et un Jayco Alula. Voilà, 6 coureurs de 6 équipes. Ça pourrait être pas mal. Le peloton qui semble faire un mur pour empêcher les autres coureurs de partir. Mais peut-être il va autoriser ces 6-là à y aller. Allez, il y a un Intermarché, Venti, qui aussi est sorti du peloton pour rejoindre ce coup. Il devrait faire la jonction, le coureur d'Intermarché Venti. C'est Dries de Potter qui est sorti, qui va rejoindre les 6 hommes de tête. Mais c'est pas fait encore. C'est pas fait. Derrière, ça réattaque, ça part en contre. C'est une belle bataille aujourd'hui. Là, pour l'échapper enfin, d'habitude, ça se faisait limite en 30 secondes. Hop, les 3 premiers qui partaient, c'était les 3 du jour. Là, il y a beaucoup plus de batailles, c'est intéressant. C'est loin d'être fait. Michael Hepburn, voilà, pour la Jayco Alula, qui est en tête. Ils sont toujours 6 ou 7. Ils sont 7 désormais. J'ai pas vu qui a rejoint, mais il y a un coureur qui a réussi encore à faire le jump. Et il y a encore des hommes derrière. Hein. Le trou est loin d'être fait. C'est un coureur de la Lidl Trek qui mène devant le peloton. Ils ont personne devant. Et ils ont beaucoup de monde bien placé au classement général. Hein. Ils ont Corrad, ils ont Philipsen, ils ont Baggioli, ils ont Mollema, Juan Pedro Lopez aussi, il me semble. Ils sont tous là bien classés au classement général. Et ben voilà, ils sont repris. Plus d'échappés. 138 km de l'arrivée. Et pour l'instant, personne n'est parti. Allez, un coureur immédiatement qui repart. Je crois que c'était Oliver Bledin encore. On voit, ouais, 196, c'est son dossard. Oliver Bledin, ça fait 4 fois qu'il attaque. Il sera devant lui. Aujourd'hui, c'est sûr. C'est pas Fergus Browning. Fergus Browning, il n'a pas trop de soucis à se faire en vrai pour son maillot de meilleur grimpeur. Donc, il va peut-être juste tranquillement gérer et assurer de terminer la compétition, hein, bien sûr. Hein, parce que s'il abandonne, il n'aura pas le maillot. Donc Oliver Bledin qui est parti. Il y a encore un Jayco qui est sorti pour le rejoindre et un autre coureur. J'ai pas vu, je crois que c'était encore un Soudal. Ouais, c'est ça, c'est un Soudal Quick-Step. Est-ce que c'est encore Pedersen qui lui aussi semble motivé aujourd'hui? Il l'a rejoint en tout cas, voilà, le Soudal Quick-Step a rejoint Bledin. C'est pas Pedersen cette fois-ci, non. C'est Pascal Enkorn qui est retourné. Allez, le Jayco est revenu. Le Ineos aussi. Et il y a encore un coureur derrière. J'ai l'impression que c'est un UAE ou un Bora. Alors la Bora, ils ont complètement changé de maillot. Ils sont blancs et noirs comme la UAE. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool, les gars. Hein. Parce que là, ils se ressemblent vraiment. Et je sais jamais c'est lequel. On a Ben Swift pour la Ineos qui les a donc rejoints. Et c'est un UAE. C'est Pablo Torres. Ah, le jeune espagnol Pablo Torres. Qui est là, à UAE, je suis pas sûr qu'ils aiment bien ça, les autres échappés. Michael Hepburn pour la Jayco Alula, donc Pascal Enkorn, Oliver Bledin, Pablo Torres et Swift, Ben Swift. Ils sont 5 en tête. Est-ce que l'écart est fait avec le peloton? C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr du tout. On n'a pas d'écart. Pour l'instant, on voit les coureurs, mais on voit pas le peloton derrière. J'ai l'impression quand même que c'est peut-être le bon coup. Là, ça y est, qui est sorti? C'est pas impossible. Ils sont plutôt organisés. Les 5 hommes. Pablo Torres, c'est bien joué parce que c'est un de la team Emirates. Du coup, Emirates va dire nous, non, on court pas, on a un coureur devant. Et du coup, ils vont garder des forces pour le final. Ça va être à la Movistar de rouler. Pablo Torres qui est, il me semble, en plus bien classé au classement général. Je sais qu'il est 3e au classement du meilleur jeune. Il doit être à une vingtaine de secondes, de 20 ou 30 secondes de Javier Romo. 35 secondes de Javier Romo, il est Pablo Torres. Il est limite un peu trop près au classement général. Donc la Movistar ne devrait pas non plus laisser trop d'avance à cette échappée. En tout cas, c'est fait. Voilà, 20 secondes. 20 secondes d'avance pour ces 5 hommes de tête. On a une échappée de formée. Alors que, il y a un coureur de la Lidl Trek qui les revient. Ils ne seront pas 5, ils seront 6. C'est Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez aussi, il est bien classé au classement général.
Et il va rejoindre là, les 6 hommes de tête. Il a fait le jump. C'était le moment parce que l'écart est de 23 secondes et ils seront 6 hommes devant désormais. Et voilà, tac. 135 km de l'arrivée. Juan P. Lopez a rejoint la tête de la course. On a donc 6 hommes devant de 6 équipes différentes. Pascal Encorn pour la Soudal Quick-Step. Michael Hepburn pour la Jayco Alula. Pablo Torres pour la UAE Team Emirates XRG. Ben Swift pour la Ineos Grenadier. Et Oliver Bledin pour la Australia, l'équipe nationale australienne. Alors non, en fait, Juan P. Lopez, il est pas si bien classé que ça, parce qu'en fait, il avait bien terminé il y a 2 jours dans le groupe de tous les favoris derrière Javier Romo, mais hier, il a perdu du temps. Il a perdu 2 minutes 30, il s'est fait lâcher dans le final, il n'était pas dans le groupe de 60 coureurs à l'arrivée, et du coup, il est à plus de 2 minutes 30 de Javier Romo, il est donc pas vraiment dangereux au classement général, à l'inverse de Pablo Torres, qui lui est bien à 35 secondes. Derrière, les autres coureurs ne sont pas dangereux. Le troisième, c'est Ben Swift à plus de 7 minutes et les autres sont encore plus loin. Donc, c'est Pablo Torres, l'Espagnol de la Emirates, qui sera le coureur qui est le coureur le mieux placé au général de ce groupe d'échappés. À 35 secondes de Javier Romo, il faudra donc faire attention à ce jeune coureur espagnol. C'est intéressant ce qui se passe dans l'échappée parce que là, ça a commencé par Ben Swift et en fait, on l'a entendu dire, il y a Pascal Encorn qui est venu le voir, qui a dit « mais copain, pourquoi tu roules pas ?» Et il a montré Pablo Torres en disant « ouais, mais lui, il a 35 secondes, donc c'est à lui de rouler. » Et Pascal Encorn, il a fait « ah ouais, c'est vrai. » Et donc, il a arrêté de rouler. Et du coup, c'est Juan P. Lopez qui est venu, qui a dit « les gars, mais pourquoi vous roulez pas ?» Ils lui ont dit « ouais, il y a Pablo Torres à 35 secondes. » Et du coup, ça a un petit peu... Là, ça discute beaucoup dans l'échappée. Ils sont en train de dire à Pablo Torres, copain, si tu veux, tu nous poses un problème là. Soit tu roules, soit tu nous laisses tranquille, parce qu'on sait qu'avec toi, avec nous, le peloton va pas nous laisser tranquille. Donc, pourquoi on roulerait vu que le peloton nous laisse pas partir à cause de toi. Donc, on va voir comment ça va se résoudre. Là, il y a du rififi sur la ligne dans les échappées à cause de Pablo Torres. Trop bien classé au général. Et donc, comment ils vont gérer ça là ? On est à 130 km de l'arrivée. Ils ont déjà 1 minute 38 d'avance sur le peloton. Donc, c'est quand même pas mal. Mais voilà, ils seraient beaucoup plus confortables les échappés avec surtout un plus grand espoir d'aller au bout sans Pablo Torres, qui est trop dangereux au général. Et ben voilà, ça s'entendait pas suffisamment bien. Et du coup, c'est Juan Pedro Lopez qui a décidé de s'énerver. Il attaque là. Il lâche les échappés, mais c'est Pablo Torres. Il y a un seul coureur qui le suit, c'est Pablo Torres. Donc, pas sûr que ce soit l'idée du siècle de partir avec Pablo Torres dans sa roue. Il a fait un bon écart. Il se retourne d'ailleurs. Il demande le relais à Pablo Torres qui ne lui donne pas. Oh là, Pablo Torres, il est là pour les rendre fous. Je pense qu'il est là pour les rendre fous. En tout cas, il a fait un bon écart. Les 4 autres derrière ont pas suivi, tout simplement. Ils n'ont pas suivi et du coup, ils sont 2 à l'avant. On est à 2 km du sommet de la première ascension du jour. Les 4 autres sont encore pas lâchés. Ils sont une centaine de mètres derrière. Mais il y a quand même un écart conséquent. Allez, Pablo Torres, finalement, qui prend un relais. On a donc 2 plus 4. Et le peloton à 1,40 derrière. Ça sent... Quand ça commence comme ça, une échappée, ça se prend déjà un petit peu la tête. Ça s'attaque. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. 200 mètres du sommet désormais, les 2 Espagnols, Pablo Torres et Juan P. Lopez, sont toujours tout seuls devant, mais ils discutent beaucoup. Ça discute beaucoup, ça se retourne, on n'est pas sûr de la stratégie à suivre. Est-ce que c'est malin de distancer les 4 autres ? Mais pour l'instant, ils sont toujours devant. Et voilà, au sommet, c'est Juan Pedro Lopez qui passe juste devant Pablo Torres. Ça n'aura aucune influence sur le classement du meilleur grimpeur qui reviendra. Là, je crois que c'est désormais... mathématiquement officiel à Fergus Browning s'il termine sur ses 2 roues demain. Les 4 suivants qui passent à l'instant 15 secondes derrière, ils sont 15 secondes derrière quand même. C'est Pascal Encorn qui est passé devant Ben Swift, Michael Hepburn et le coureur de la Australian National Team Oliver Bledin qui fermait le groupe. 15 secondes donc derrière les 2 hommes de tête. On a l'impression que ni l'un ni l'autre des 2 groupes se donnent vraiment à fond. Le peloton, lui, est à 2 minutes 12 derrière. Donc il y a quand même un écart de fait.
Mais c'est assez étonnant, hein, ce qui se passe pour l'instant dans l'échappée. C'est Pablo Torres encore qui roule un petit peu de devant. Et à mon avis, ça se rejoindra, hein. Ils ne vont pas rester comme ça 15 secondes l'un et l'autre. C'est pas logique. C'est pas logique. Ils vont sûrement se rejoindre à un moment, retourner à 6 pour tenter de tout donner. Après tout, ils s'en foutent, hein. Si Pablo Torres gagne le classement général, si eux peuvent gagner l'étape, ça se tente quand même. Allez, voilà d'ailleurs la jonction qui se fait entre les 4 de derrière et les 2 de devant. Ah oui, les attaques même directes. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ils les ont complètement surpris. Ils sont passés à fond. Ah, ils se sont mis d'accord, c'est sûr. Ils ont dû se dire, allez, les 4, là, allez, maintenant on y va à fond et on les double. Et Juan Pedro Lopez s'est fait complètement avoir. Incroyable. Oh, ils s'entendent pas du tout. Et du coup, on a 4 hommes devant maintenant. Et derrière, on a Juan Pedro Lopez qui regarde Pablo Torres qui lui dit, allez, ramène-moi maintenant sur ces 4 de devant. Oh, il s'est fait avoir, Juan Pedro Lopez. Il a voulu attaquer pour lâcher Pablo Torres en espérant que les autres le suivent. Il n'y a que Pablo Torres qui l'a suivi. Et là, la revanche, les 4 autres, ils sont arrivés à fond de balle. Ils les ont doublés tous les deux et Lopez et Torres les avaient pas vus venir, tout simplement. Ils se regardaient, ils étaient à 15 secondes derrière et d'un seul coup, ils étaient là à fond derrière. Et ils les ont dépassés et Lopez n'a pas réussi à prendre le bon wagon. Et du coup, il a encore Pablo Torres dont tout le monde veut se débarrasser dans la roue. Ce qui veut dire que forcément, les 4 hommes de tête, maintenant, ils roulent à fond. Ils roulent à fond pour pas que Lopez et surtout Torres reviennent. Et là, Lopez, il doit avoir la rage, hein. Il doit avoir la rage de ce qui vient de se passer. Surtout que Pablo Torres, je ne sais pas s'il va l'aider à revenir. Il sent qu'il n'est pas bienvenu, en quelque sorte. Et du coup, il s'est fait avoir de manière incroyable. C'était vraiment énorme, cette image des 4 de derrière qui sont arrivés, c'est sûr, hein. Ils se sont parlé entre eux, ils se sont dit, allez là, on se fait une attaque tous les 4 ensemble pour les dépasser et faire en sorte qu'ils ne prennent la route personne. Et ça a marché. Et Lopez et Torres, les 2 Espagnols, là, qui se sont fait complètement avoir. Et maintenant, je ne pense pas qu'ils vont revenir, hein. À mon avis, ils ne reviendront pas. Et ça doit mettre un coup au moral, ça met un coup dans les jambes. Ils étaient devant, ils avaient 15 secondes d'avance. Et d'un seul coup, bouf, en rien, ils sont derrière avec 15 secondes de retard. Et surtout avec 4 hommes devant qui donnent tout à fond pour que Torres ne revienne pas. Et Lopez est un petit peu la victime collatérale de tout ça. C'est lui qui avait le premier attaqué, c'est lui qui se retrouve complètement piégé. Incroyable. On est à 120 km de l'arrivée. Les 4 hommes de tête, donc désormais, ont 1,56 d'avance sur le peloton qui est mené par la Movistar. Ah, finalement, il a réussi à le lâcher. Il a réussi à lâcher Pablo Torres, Juan P. Lopez. On n'a pas vu l'attaque, mais il a réussi à le surprendre. Et du coup, là, il donne tout pour rejoindre les 4 hommes de tête. Et Pablo Torres, là, il a lâché prise. Il s'est relevé. Il s'est mis, il a même plus les mains sur le guidon, là. Il traficote je sais pas quoi. Ah, ça doit être dur pour le jeune Espagnol de 19 ans, là, qui... c'est sa première course professionnelle, hein, il me semble, ce Tour Down Under. Et il a appris la dure loi du vélo, là. Il a voulu aller à l'avant, mais il était trop bien classé au général. Et tous les autres coureurs lui ont dit non, mais gamin, là, avec nous, ça va pas. Le peloton va trop rouler, on n'a aucune chance. Donc, faut qu'on se débarrasse de toi. Ils ont réussi à s'en débarrasser. Ça doit... Je vous avoue qu'il fait un peu de peine, là, Pablo Torres. On a l'image sur lui, il va tout doucement. Il a la tête un peu basse. Il s'est pas fait des copains. Il pensait partir avec des copains s'amuser. Non, là, pas copain du tout. Pas copain du tout. Il fait partie en plus de l'équipe Emirates, hein, l'équipe qui domine le cyclisme mondial. Donc, on va pas lui faire de cadeaux, c'est normal. Mais il va tranquillement être repris par le peloton. Et il aura appris quelque chose aujourd'hui. Pablo Torres, il se couchera moins bête, comme on dit chez moi. Et pour l'instant, Lopez n'a pas encore rejoint les 4 hommes de tête, mais là, il va faire un gros effort. Ça va lui coûter, mais il va sûrement y arriver. Il n'était pas très très loin derrière, même si ça roule fort devant. Pour l'instant, il ne les a pas rejoints, mais j'espère pour lui qu'il va y arriver. Ils seront donc 5 en tête. Encorn, Hepburn, Blenin et Swift, accompagnés donc de Lopez qui devrait les rejoindre incessamment sous peu. C'est absolument génial ce qui se passe. Juan P. Lopez, ça lui coûte. Hein. Ça lui coûte énormément de revenir sur les 4 hommes de tête. Ça fait 20 km qu'il essaye de revenir, il n'y arrive pas, il est à 10 secondes. Et on a vu une image assez problématique de Juan P. Lopez qui a pris une bouteille pendant à peu près 30 secondes.
Il avait le main appuyé sur une moto. C'était en plus une moto de Shimano, une moto qui était censée neutre. Donc ça lui a donné un bon petit coup de boost. Il a une bouteille très collante, comme on dit. Il n'est pas dit que à la fin de l'étape, Juan P. Lopez ait quelques mots des commissaires, voire même une rétrogradation, hein, parce que là c'était vraiment en face de la caméra, c'était n'importe quoi. Mais c'est pas ça qui est énorme. Ce qui est énorme, c'est qu'il se rapproche énormément. Il était à 30 secondes de retard, il en a eu 10. Et on a eu les 4 coureurs qui ont vu qu'ils se revenaient, et on les a entendus encore discuter. On l'a dit, allez, là on ne le laisse pas revenir. On attaque de nouveau tous ensemble, comme tout à l'heure. Et ils ont remis un coup d'accélération pour pas que Juan P. Lopez... il en veut à Juan P. Lopez d'avoir attaqué, d'être parti tout seul. On ne sait pas trop, mais alors là, c'est vraiment... On a l'impression de voir une course un petit peu junior. Ils se font vraiment pas de cadeaux. En tout cas, c'est une étape intéressante. Là, il se passe beaucoup de choses. On est encore loin de l'arrivée. On est à 99 km et puis l'écart qui a quand même grandi. Hein. Désormais, les hommes de tête ont 4 minutes 20 d'avance sur le peloton, et ce qui fait aussi qu'ils n'ont pas envie de voir Juan P. Lopez rentrer, parce que Juan P. Lopez, il a que 2,30 de retard sur Romo, donc c'est aussi un problème s'ils veulent aller au bout. S'il n'y a pas Juan P. Lopez, la victoire d'étape pour l'échappée pourrait devenir vraiment possible, avec Juan P. Lopez qui a 2 minutes 30, un petit peu moins, donc voilà, ils ont remis un coup de boost pour empêcher. En plus, c'est une grande ligne droite, là, il le voit, il est juste là, mais ils ont décidé d'en remettre un coup pour pas que Juan P. Lopez rentre. Ils se retournent souvent, les 4 hommes de tête, et ils se parlent, et on les a entendus se parler. C'était vraiment c'était assez fort. Là. Non. Allez, on rattaque tous ensemble. Et du coup, Juan P. Lopez n'est toujours pas rentré sur les 4 hommes de tête. Eh bien, il n'aura pas réussi. Il n'aura pas réussi à rentrer. Hein. Ils lui ont fait tous les coups possibles à Juan P. Lopez. Il était revenu à 7 secondes quand ils ont fait leur coup de « allez, on réattaque tous en même temps ». Et petit à petit, il a perdu du temps, 10, 15, 20, 30 secondes. Et il a lâché prise, ça y est. Il a lâché prise, il se relève. Il est à 1 minute 30, on l'a vu se redresser, s'étirer. Mais en même temps, sincèrement, le coup de la moto qu'il avait, je pense qu'il va être disqualifié. Il est disqualifié parce que c'était vraiment... j'ai jamais vu ça. Il a été tiré par la moto pendant 20-30 secondes en prenant sa bouteille. C'était de la triche flagrante, en fait, tout simplement. Donc on verra à la fin de la course quelles sont les décisions. Mais... de toute façon, ça n'aura finalement pas d'incidence sur la course parce que les 4 de devant ne l'ont pas laissé rentrer. Et du coup, il a abandonné. Voilà, il n'en peut plus. Il a tout donné, hein, vraiment. Il a tout essayé, aussi bien avec ses jambes qu'avec les motos. Mais il ne rentrera pas. Les 4 hommes de tête sont en tête. Ils viennent de passer sur le sprint intermédiaire. Ils ne sont souciés ni d'Eve ni d'Adam, hein, évidemment. Rien à faire pour les secondes. Et les 4 hommes de devant, ils sont loin en général. Ils sont aujourd'hui là pour la victoire d'étape. Et c'est pas impossible là. Ils ont pas mal d'avance. 4,26 d'avance à 89 km de l'arrivée. Il y a peut-être un coup à jouer aujourd'hui pour les échapper. Allez, ça y est, la course qui s'est enfin calmée. On a eu une première heure et demie un petit peu folle dingue. Et ça me fait plaisir, hein, parce que c'est un petit peu le but de ce podcast, c'est de montrer qu'il se passe des choses avant les 5 derniers kilomètres. Et là, on a vraiment eu beaucoup d'actions. Et là, ça y est, le scénario est clair. On a les 4 hommes de devant et le peloton qui roule derrière. Le peloton qui est mené par la Team Picnic Post-NL. Et ça tombe bien, puisque ça me permet de parler de mon favori du jour, qui est membre de cette Team Picnic. Et a priori, c'est pour lui qui roule aujourd'hui. Hein, c'est Oscar Onley. Le Britannique, tout jeune, hein, il a que 22 ans, Oscar Onley. Il est à la DSM toute sa carrière. Hein, c'est là où il a été formé. Il a en plus un contrat qui roule jusqu'en 2027. Donc voilà, c'est un grand espoir de l'équipe hollandaise. Et par contre, en carrière, il ne compte qu'une seule victoire. Hein. Une seule victoire, c'était l'an passé. C'était ici même, sur le Tour Down Under, hein, lors de la dernière étape. C'est sa seule victoire. C'est une victoire World Tour, hein, mais il n'a pas d'autres victoires, même sur des courses non World Tour. Il avait terminé 4e du classement général l'an passé. Donc voilà, c'est quand même un coureur de général. Autrement, un bon résultat aussi, hein, l'an passé sur le Tour du Guangxi en Chine, qui est une autre épreuve World Tour, celle qui clôt la saison, qui est aussi pas la plus réputée, hein, mais il avait terminé 2e, donc il avait failli remporter le classement général de cette course World Tour. Il avait finalement fini 2e. Il a participé déjà une fois au Tour de France, hein, une fois à la Vuelta sans vraiment se montrer. Il avait quand même remporté en fait la première étape de la Vuelta, mais c'était un contre-la-montre par équipe. Donc l'équipe DSM de l'époque avait remporté le contre-la-montre, et donc lui par la même occasion, hein, ça reste quand même une belle ligne au palmarès, même si ça compte pas comme une victoire individuelle.
Par contre, il avait abandonné dès le lendemain, donc ça reste pas non plus un souvenir éternel pour Oscar Only. Sur sa seule participation au Tour de France, c'était en 2024, il avait terminé 39e au classement général. Oscar Only, c'est un très très bon puncher et aujourd'hui, il aura son mot à dire dans l'ascension de la Virunga Hill. Et puis pour revenir à la course, donc la course, ça y est, c'est calmé. On est à 75 km de l'arrivée. Mon plan favori, normalement, je le fais à 100 km. Mais là, il se passait trop de choses, j'ai même pas eu le temps. Et là, cette fois-ci, je peux le faire à 75 km de l'arrivée. Et l'écart qui a fondu un petit peu, ils avaient plus de 4 minutes 30. Maintenant, ils ont 3,27 sous l'impulsion donc des coéquipiers d'Oscar Only et de la Team Picnic PostNL qui veut... Alors, ils veulent à la fois la victoire d'étape, et donc ils doivent chasser les échappés pour ça, mais ils veulent aussi probablement fatiguer les autres membres du peloton en vue de l'ascension finale. On est à 50 km de l'arrivée. On est également à 1 km du second sprint intermédiaire qui ne devrait pas du tout, encore une fois, intéresser les échappés. Les échappés qui ont désormais 2 minutes et 52 secondes d'avance sur le peloton. Un écart encore intéressant, mais qui diminue petit à petit. On va profiter de cette occasion pour parler d'un des échappés. On va faire honneur au local de l'étape, l'Australien Michael Hepburn, le coureur de la Jayco Alula. Un coureur fidèle puisqu'il a passé toute sa carrière à la Jayco. Il a 33 ans, donc il y a passé du temps. Il y est depuis 2010. À l'époque, ça s'appelait la Team Jayco Kings. Ça s'est appelé l'Orica Green Edge, Orica Bike Exchange, Orica Scott, Michelton Scott, Team Bike Exchange Jayco et désormais Team Jayco Alula. Tous ces noms, il les a connus et il était là, Michael Hepburn, l'Australien, qui est resté dans son équipe australienne, il y est bien. Et il est là à l'avant aujourd'hui dans ce tour à domicile en Australie. C'est un spécialiste du contre-la-montre. Michael Hepburn, c'est sa spécialité, c'est un gros rouleur. En 33 ans, il n'a remporté que 3 victoires, et c'était 3 contre-la-montre, alors qu'il passe à l'instant sur la ligne du sprint intermédiaire. Voilà, ils ne s'en sont pas souciés. C'est Swift qui est passé devant Hepburn justement et l'Australien Oliver Bledin, mais sans se battre, sans perdre de l'énergie pour ça. Les 3 victoires, on va en parler. Alors, il n'y a pas de victoire World Tour. Il a été champion national australien du contre-la-montre. Ça remonte, c'était en 2014. Cette même année, il remportait le contre-la-montre sur la 3e étape du Tour du Qatar. Et puis, il remportait aussi les championnats d'Océanie en contre-la-montre. Il y a les championnats d'Europe, bien sûr, et du côté européen. Il y a aussi les championnats d'Océanie. Et il a été, en 2015, le champion du chrono d'Océanie. Voilà pour la carrière de Michael Hepburn, un rouleur fidèle à la Jayco. Il a quand même participé à 13 grands tours dans sa carrière, dont 9 Giro sont clairement son tour favori. Il a fait 2 Tours de France et 2 Vuelta. Il me semble qu'il n'a jamais fait de podium sur aucun de ces grands tours dans les contre-la-montre. En World Tour, son meilleur résultat, c'est une 2e place. C'est une 3e place même sur le Tirreno Adriatico en 2017. Un chrono qui était remporté à l'époque par Juan Dennis. Mais voilà, un coureur qui est là depuis longtemps, qui fait sa carrière d'équipier modèle en général. Il se fait quelques fois plaisir sur les contre-la-montre, mais voilà, ses victoires c'était en 2014-2015. Ça remonte quand même à 10 et 11 ans. Il est toujours là, aujourd'hui il est à l'avant et pourquoi pas réaliser un coup incroyable s'il venait à s'imposer aujourd'hui. À 47 km de l'arrivée désormais, les 4 hommes ont 2 minutes 44 d'avance sur le peloton qui est toujours mené par la Team Picnic PostNL. Bon, j'aurais peut-être pas dû choisir Michael Hepburn parce qu'il vient de laisser les 3 autres partir sans lui. Il a arrêté, il s'est relevé, il a perdu espoir, il a plus de force ou il a été rappelé, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont plus que 3 en tête. Oliver Bleding, Pascal Encorn et Ben Swift. Il faut dire que l'écart a drastiquement fondu. Désormais, on est à 25 km de l'arrivée. Et il n'y a plus que 49 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. Autrement dit, là, l'espoir commence à être vraiment réduit, pour ne pas dire complètement éteint. Et ça éteint également les velléités de Michael Hepburn de rester à l'avant. Il a lâché, il vient d'être pris à l'instant par le peloton. Et on approche à grands pas de la première ascension de la Virunga Hill. C'est dans 3 km qu'on arrive au sommet. Donc voilà, ça va se jouer maintenant. Il y aura probablement un des échappés qui va tenter d'attaquer, de laisser les autres pour tenter sa chance. Alors qu'il y a des coureurs qui attaquent. Tiens, c'est des coureurs de la Jayco Alula. C'est peut-être pour ça qu'il a été rappelé Michael Hepburn, Luke Durbridge,
qui a fait une petite accélération avec... c'est assez étonnant, là, la petite accélération qu'il a faite avec Kelland O'Brien. Non, c'est juste, ils sont allés un petit peu vite et ils ont pris le relais, voilà. C'est eux qui roulent désormais. On a vu la UAE aussi, qui s'est mise à rouler. C'est pour ça que l'écart a diminué. Et ben voilà, tiens, c'est Oliver Bledin qui attaque dans les échappées tout au pied de l'ascension. C'est lui qui décide de continuer de poursuivre jusqu'au bout. Hein. Oui, pour lui, voilà, le but c'est de tout donner jusqu'au bout. Il doit se faire plaisir, mais il ne fait pas l'écart. Pour l'instant, c'est Pascal Encorn qui roule juste derrière et qui tente de limiter la casse. Il lui revient dessus. Il a toujours Ben Swift dans la roue qui est aussi toujours dans le coup. Ou pour Pascal Encorn, non, pour Pascal Encorn, ça a lâché prise là. Oliver Bledin en a remis un coup et Encorn a décidé de... Non, là, c'était trop dur. Il y a des bons pourcentages dans cette Virunga Hill quand même. Hein. C'est 8% de moyenne, mais il y a beaucoup de passages à 10-12%. En même temps, ils ont le peloton. Ça y est, le peloton est revenu. Hein. Le peloton est à 15 secondes derrière. Ils ont fondu dessus. C'est dommage. Hein. Elle a compté jusqu'à 4 minutes 30 d'avance, cette échappée, mais ce sera encore peine perdue. L'échappée, le peloton plutôt qui veut monter à fond, éliminer des coureurs dans cette première ascension, mettre Javier Romo dans le dur. On ne connaît pas trop. Hein. Est-ce que Javier Romo va être capable de suivre les meilleurs ? Est-ce qu'il aura suffisamment... On veut peut-être éliminer déjà des équipiers de Javier Romo, des coureurs de la Movistar. Si on les élimine maintenant, il sera un petit peu isolé. C'est la Jay Cole là, hein, clairement, qui fait le boulot. C'est pour ça qu'on a dit à Michael Burn, ça ne sert à rien de rester devant. On va rouler. On va durcir la course pour Plapp ou pour Chris Harper. On ne sait pas qui est le leader. Ils sont tous les deux ex-aequo à 15 secondes de Javier Romo. Donc les deux auront leur chance. Mais voilà, la course qui s'est durcie, on a vu plein de lâchers derrière. On a vu Samuel Sford notamment, on a vu Brian Cocker qui a eu un problème de vélo. Il ne pourra pas se mêler aujourd'hui à la victoire. Donc voilà, l'échappée qui n'est pas encore repris, mais ça ne serait tardé. Là, on est à 1,7 km du sommet. Ben Swift, il a réussi à revenir sur Oliver Bledin et il le double même. Il veut rester le dernier homme debout de l'échappée, mais c'est vraiment histoire de... Hein, parce que là, ils vont être repris même avant le sommet, c'est sûr. Là. Pascal Encorn a été repris lui déjà. Et voilà, ça va être fait là. C'est fini. Ben Swift et Oliver Bledin, l'aventure devant, se termine à 24 km de l'arrivée. La Jay Cole là, il y a le Jay Cole là, c'est qui ? Je pense que c'était Kelland O'Brien qui a fait cet effort hallucinant. Et en fait, il a lancé Chris Harper. Il a fait un gros effort. Il s'est retiré. Il n'y avait plus personne derrière lui sauf Chris Harper. Et du coup, Chris Harper est parti. Ah, c'était ça le coup. Et ils ont la carte Luke Plapp derrière. Et bah voilà. Chris Harper est parti. Derrière, le peloton est un petit peu désorganisé parce qu'on laissait la Jay Cole la faire pour revenir sur l'échappée. Et à l'instant où les échappés ont été repris, le dernier gros relais de Kelland O'Brien, c'est Chris Harper est parti et il n'y a personne qui roule derrière dans le peloton. Hein. Les deux premiers du coureur du peloton, c'est Mauro Schmitz et Luke Plapp, donc deux coureurs de la Jay Cole. Et il n'y a personne qui fait le rythme derrière. Ils mettent un tout petit rythme, bien sûr, pour permettre à Chris Harper de s'échapper, de prendre de l'avance. C'est pas mal vu, ça. Aucune équipe, bien sûr, c'est à la Movistar de venir bosser. Et la Movistar qui ne vient pas, ça y est, on a des coureurs de la Ineos qui s'inquiètent là un petit peu. Et c'est la Ineos qui va. Mais ils ont mis du temps à réagir, la Ineos. C'est Kwiatkowski qui est parti. C'est une mi-attaque, mi-relais. Ouais, ça va vite. Et en fait, il a essayé d'attaquer. Mais il y a Mauro Schmidt, justement, qui est venu directement dans sa roue pour le bloquer. Et du coup, il se retourne, Kwiatkowski. Et non, il roule pas. C'est tout bon pour Chris Harper, ça. Hein. Mauro Schmidt qui il fait une attaque. Alors là, c'est incroyable. Mauro Schmidt qui attaque aussi. Personne qui suit. Du coup, on a deux coureurs de la Jay Cole. La Jay Cole qui est en difficulté en plus qui a du mal. C'est son tour à domicile. Hein, c'est l'équipe australienne. Ils ont mis Hepburn devant. Et il n'y a personne qui roule. C'est encore Luke Plapp, le premier du peloton, qui est un équipier. Et il est bien parti, Mauro Schmidt aussi. Là, hein. Oh, il y a un gros coup. Là, il y a un gros coup de la Jay Cole. Chris Harper qui est parti devant. Mauro Schmidt qui est son équipier qui est parti en contre. Et ils ont encore Luke Plapp derrière qui est là pour suivre. S'il y a des contres, il va aller les suivre. Pour gêner les éventuelles équipes de relais. Où est la Movistar ? Là, la Movistar. Et où est Emirates ? Là, il faut y aller parce que là, le général est en danger. Alors, on est encore loin de l'arrivée, certes. Il panique pas. Bon, il panique pas, soit. Mais il a déjà 20 secondes d'avance, Chris Harper. 25 secondes même d'avance. À 200 mètres du sommet. Si Mauro Schmidt arrive à le rejoindre, et je pense qu'il va légèrement l'attendre, ils doivent sûrement communiquer. Ils seront deux de la Jay Cole là devant. Ça va être efficace. Voilà, Mauro Schmidt, il revient juste au sommet. Chris Harper qui roule, qui l'attend un petit peu. Et voilà, le duo de la Jay Cole qui va rouler désormais, essayer de maintenir le peloton à distance. Bien vu, c'est vraiment bien vu.
Il passe juste au sommet. C'est Mauro Schmidt même qui va passer en tête au sommet juste devant Chris Harper, bien sûr, parce que c'est à Mauro Schmidt de donner tout. C'est Chris Harper, hein, le leader, le favori. Donc Mauro Schmidt va tout donner. Sur la descente maintenant, sur le plat. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à l'ascension, la prochaine ascension en tête? Ça va être dur, hein, mais voilà. Pour Chris Harper, en tout cas, il y a juste à suivre la roue de Mauro Schmidt. Derrière le peloton, on les voit, c'est un peu n'importe quoi. Ça roule pas, tout simplement. Ça se regarde derrière. Ils sont pas si loin que ça. Il y a dû y avoir des attaques. On voit Romo, hein, il est toujours là, évidemment. Mais est-ce qu'il a encore des équipiers? Je suis pas sûr. Je crois avoir vu un coureur de la Movistar, mais faut s'inquiéter. Si, ouais, il y en a un là de la Movistar. C'est ah bah non, c'est Javier Romo. C'est Javier Romo. Il est peut-être pas tout seul. Il est peut-être bien tout seul, l'Espagnol là. Donc, va falloir s'organiser dans le peloton pour pas laisser le duo Schmidt-Harper prendre trop d'avance. Il est beau ce duel entre le peloton et Harper et Schmidt. C'est la Ineos qui a pris les choses en main dans le peloton. L'écart est de 15 secondes, mais on n'est plus qu'à 7 km de l'arrivée. Hein. Ils ont tout donné et là, ils ont une longue ligne droite jusqu'au sommet de la Willunga Hill. Il y a un petit peu de vent, il y a des cassures dans le peloton en plus derrière. Ineos qui roule à fond, c'est pour Magnus Sheffield, hein, qui est aussi à 15 secondes au classement général. Et oui, le peloton qui a bien explosé. Là, il y a des cassures, des bordures. Il y avait du monde dans ce peloton encore, peut-être 80 coureurs. Mais là, il n'y a plus que 20 coureurs dans le groupe de tête. On a joué Javier Romo. Il me semble qu'il y a Oscar Onley aussi qui est toujours là. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ineos. 6 Ineos. Il n'y a pas Jonathan Narvaez. C'est un coup de vent en fait là qui a dû. C'est Ineos qui a fait un coup énorme pour tenter de revenir dans cette ligne droite sur les deux hommes de tête. Et ça diminue grandement. Là, ils se retournent, ils peuvent les voir, ils sont juste derrière eux. Ça va être compliqué. On a beaucoup de coureurs de la Bora dans ce groupe encore. On a encore Laurent Spitzi, on a encore Finn Fischer-Black, surtout pour le classement général. Tev Station est encore là comme équipier de Javier Romo, hein, qui est là. Alors que, voilà, ils sont repris. C'est dommage, c'était bien tenté de la part de Harper et Schmidt, mais ils sont repris. Et du coup, il y a Michael Woods qui est encore là, je vois. On a Simon Clark, mais j'ai pas vu Stephen Williams non plus. J'ai vu Guy Lemreise, mais en fait, je suis pas sûr d'avoir vu Oscar Onley. Hein. C'est Lemreise pour la Team Picnic. Le gros coup de la Team Ineos, là. Et du coup, c'est Labora et Ineos qui ont tous les deux leurs favoris, Finn Fischer-Black et Magnus Sheffield, qui roulent parce que tous les autres favoris ne sont pas là, à part Javier Romo également, bien sûr, le leader du classement général. Jonathan Narvaez, là on le voit, il est dans un second groupe avec Alberto Bettiol. Mauro Schmidt, là, il a lâché, il a tout donné, c'était bien tenté, mais c'est pas passé. Ils ont été repris finalement, ils ont compté jusqu'à 30 secondes d'avance, on est à 5 km de l'arrivée. Ça va aller vite hein, dans l'ascension. Lucas Plapp, il est avec Oscar Onley dans un second groupe. Ouais, c'est un second groupe avec Plapp, avec Narvaez. Et devant, Labora et Ineos. La Movistar aussi, du coup, qui roule, hein, bien sûr. On ne veut pas que ce second groupe rentre parce que là, ça fait des gros écarts à la fin. Si ça rentre dans cette longue ligne droite battue par le vent, il n'y a pas un gros vent, mais voilà, il a suffi d'une petite cassure. On ne sait pas qui l'a faite. On sait que c'est Ineos qui l'a provoqué, ça c'est sûr, en allant très vite devant. Ça n'a pas suivi derrière et du coup, il y a des favoris au classement général qui se sont fait piéger avec en premier lieu Narvaez, mais aussi avec Plapp, avec Onley. La Lidl Trek aussi s'est fait avoir. Il n'y a personne de la Lidl Trek dans le premier groupe, alors que d'habitude, ils sont 5. Et là, il n'y en a pas un. Il n'y a pas Conrad, il n'y a pas Badgioli, il n'y a pas Mollema. Et dans le groupe de devant, par contre, c'est incroyable, il y a Danny Van Poppel. L'homme a tout fait. Il est là, il roule à fond en vue de mettre Finn Fischer-Black sur les meilleures conditions possibles. Garder cet écart. Danny Van Poppel, c'est incroyable. Hein. Tous les jours, il a quelque chose à faire et quelque chose de crucial. Et il y a aussi encore Laurent Spitzi pour la Red Bull Bora. Il y a même Ben Zvijov. La Red Bull, là, ils ont intérêt de rouler. Hein. Il y a un gros coup à faire. Il y a vraiment un gros coup à faire. Il y a encore Ion Izagirre aussi, pour la Cofidis, qui est encore là. Et je vois pas qui roule dans le second groupe pour amener les autres favoris. Geraint Thomas, qui est encore là pour Ineos, vient de finir son boulot. Geraint Thomas n'est plus qu'un équipier désormais dans ce peloton. L'écart qui semble diminuer un petit peu. Il y a quelqu'un qui doit faire du beau boulot derrière, parce que Ineos et Red Bull, ils donnent vraiment... Ils sont à fond. Qui est-ce qui ça va être la Emirates, hein.
Ça doit être la Emirates. Ça semble revenir, ouais. Ça va se revenir à 3 km. On a le groupe qui va un petit peu se reformer. Incroyable, avec tous les efforts qu'ils ont donnés. Je crois que c'est la Decathlon là, qui en plus a fermé ce gap. C'est même pas l'Emirates. C'est pas la Visma qui non plus n'avait personne. C'est la Decathlon. Ouais. C'est la Decathlon qui a fermé ce groupe. Bastien Tronchon doit du coup être encore dans le coup parce qu'il est bien classé au classement général. Bastien Tronchon, il est 5e à 10 secondes. Et du coup, c'est la Movistar qui prend la tête maintenant de ce nouveau groupe où Plap, Narvaez, Only sont revenus. Et Javier Romo qui attaque. Javier Romo qui attaque. Ah bah alors ça, on l'avait pas vu venir. Hein. On l'avait pas vu venir. En fait, il avait un équipier qui faisait le tempo. Et il s'est retiré. Là, l'équipier, il avait plus, c'était Teftation. Et du coup, c'est Romo qui lui-même, le leader du classement général avec son beau maillot orange sur les épaules qui attaque. Et il y a un seul qui a réussi à essayer aussi, c'est encore Chris Harper. Mais Chris Harper, il a une forme incroyable. Après ce qu'il vient de donner, c'est lui qui sort du peloton et qui tente de boucher le trou alors qu'on vient d'entamer l'ascension. On est à 2 km 500 du sommet et donc de l'arrivée. Javier Romo qui est parti. Wow, alors là, c'est un peu qui tout double, hein, j'ai l'impression. Parce que si ça ne marche pas ensuite, s'il se fait rattraper, il va se faire contrer, il va se faire lâcher. Mais il a fait un bon écart, Romo. Alors là, chapeau, hein, chapeau l'artiste. Derrière, c'est la Red Bull qui a pris le contrôle du peloton qui roule derrière. Il n'y a plus qu'une vingtaine d'hommes hein, dans le peloton. Derrière, il y a les équipiers qui ont puisé dans leurs réserves pour ramener les leaders. Il doit rester plus que les leaders maintenant. Dans le groupe, à quelques exceptions près, je pense que c'est Laurent Spitz qui roule. Ouais, ils sont quoi ? Ils sont 15 dans le peloton. C'est bel et bien Pitty qui roule devant Finn Fisher Black. On a Patrick Conrad qui est revenu, le 3e du classement général. Patrick Conrad qui est revenu dans ce groupe aussi. Mais pour l'instant, ils ne vont pas réussir à lâcher Javier Romo si Javier Romo est devant. Hein. Donc là, ils se sont fait avoir. On ne pensait pas qu'il serait si fort, Javier Romo. Et il a fait une belle attaque. Chris Harper n'a pas réussi à revenir. Et Chris Harper, lui, va se faire reprendre par le peloton. Mais Javier Romo est bien plus loin devant. On va voir avec la vue d'hélicoptère. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On va voir, il va y avoir des attaques probablement derrière dans le groupe. Voilà, c'est Luc Plap qui attaque avec Narvaez qui suit, Finn Fisher Black aussi, Oscar Only. Voilà, alors là, il y a tous les favoris qui s'inquiètent. Ils ne peuvent pas laisser partir notre ami Romo comme ça. Hop, Chris Harper est avalé. C'est fini pour Harper. Il aura tenté 2 fois. Il a trop tenté peut-être. C'est Luc Plap désormais la carte de la Jayco finalement. On a Patrick Conrad qui s'accroche, Magnus Sheffield également, Michael Woods qui est toujours là, le Canadien. Oh, Luc Plap, là, il est en train de ramener tout le monde sur Javier Romo. Ah, mais il n'en peut plus. Il demande à quelqu'un de prendre le relais et il n'y a personne qui le prend. Non, il n'y a personne qui le prend. Et du coup, ça revenait vite sur Romo. Mais Romo, là, hop, il reprend de l'avance. Ah, ça va vite, hein. L'écart qui monte rapidement si personne ne roule. Parce que Romo, lui, il ne réfléchit pas. Il appuie sur les pédales, il se retourne même pas. Hein. Là, il a 8 secondes d'avance. 8 secondes d'avance. Et Luc Plap qui en remet une du coup. Il voit que personne ne veut l'aider. Bastien Tronchon qui est bel et bien là. Bastien Tronchon qui est dans la roue d'Oscar Only qui est lui-même derrière Luc Plap. Et qui est Bastien Tronchon, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Je rappelle qu'il a refusé 3 secondes lors de la première étape. Il n'est pas allé au bout de l'échappée alors qu'il y avait 3 secondes faciles à prendre. Mais voilà, il fait vraiment du beau boulot. Bastien Tronchon, il va faire au moins un top 10 au classement général, ça c'est sûr. Hein. Mais pour l'instant, Javier Romo, est-ce qu'il va faire le doublé, remporter 2 étapes, plus même un triplé, s'il s'impose aujourd'hui, ça sera le classement général. On n'est plus qu'à 1 km 300. Luc Plap qui remet une attaque, il y a Oscar Only qui le suit. Narvaez dans la roue d'Only, c'est plus dur pour Bastien Tronchon qui a, il me semble, lâché là. Ils sont plus que 3 à la poursuite de Romo. Ouais, ils sont plus que 3. Ça a lâché pour Patrick Conrad, pour Tronchon, pour Michael Woods. Et les 3 hommes qui semblent revenir sur Javier Romo, là, c'est dur, ça avance doucement, c'est des gros pourcentages. On est encore à 1 km, là, on va passer la flamme rouge. Mais ils sont 3 à revenir, Narvaez, Only et Plap. Et c'est enfin Narvaez, ça y est, qui fait un effort, on l'avait encore jamais vu prendre la tête, et c'est Narvaez qui va probablement combler le gap. Plap et Only qui arrive à suivre. Allez, Narvaez qui s'écarte, c'est Only désormais qui prend le relais. Voilà, les 3 hommes qui coopèrent hein, pour revenir sur Romo. Autour de Luc Plap. C'est Luc Plap qui semble le plus fort quand même. Hein. C'est Luc Plap qui semble le plus fort aujourd'hui. La Jayco qui était
par Mons et Parvaux. Aujourd'hui, on les a vus du début à la fin. Et voilà, Luc Plapp qui revient sur Javier Romo. On a donc 4 hommes en tête. Plapp, Romo, Only et Narvaez. Alors, est-ce qu'ils vont se regarder ? On n'est qu'à 700 mètres de l'arrivée. On n'est qu'à 700 mètres de l'arrivée. Et Plapp qui continue, il insiste. Narvaez est dans sa roue. Only également. Est-ce que Romo va réussir à s'accrocher ? Il faut qu'il s'accroche. Romo, s'il fait juste 3e, il pourrait sauver son maillot. Là, c'est le maillot qui se joue. Là, ça va se jouer au jeu des bonifs probablement. Il ne faut pas qu'il finisse 4e, Romo. Parce que si Narvaez finit dans les 2 premiers, il se fait avoir. Il faut qu'il aille chercher une place sur le podium, mais ça va être dur. Il a fait des gros efforts. On est à 400 mètres. C'est toujours Luc Plapp qui mène. Luc Plapp, qu'est-ce qu'il fait ? Il emmène tout le monde vers le sprint. Il faut quand même qu'il laisse les autres un peu bosser. Voilà, ça y est, il se retourne 500 mètres. On est en fait à 500 mètres de la ligne. Et non, c'est Luc Plapp encore. Il regarde, il voit que personne ne peut passer. Il se sent fort. Romo qui s'intercale entre Only et Narvaez. C'est pas mal pour Romo. Il pourrait garder le maillot orange. 300 mètres désormais. C'est toujours Luc Plapp devant. Luc Plapp, je me demande s'il n'a pas regretté tous ces efforts-là. Il fait un rythme, c'est bien, mais les autres, ils sont derrière. Ils vont pouvoir accélérer parce que les 100 derniers mètres sont plats. Donc il faut avoir du punch. Et là, Luc Plapp, j'ai l'impression qu'il donne tout. Et voilà, c'est Narvaez qui lance l'attaque. Il a Only à côté et Luc Plapp, il peut rien faire. Luc Plapp, on n'a pas compris ce qu'il a fait. C'est Narvaez qui est parti. Only est dans sa roue. C'est Luc Plapp pour la... il y a quelqu'un qui est revenu. C'est Finn Fischer-Black qui revient de nulle part, mais il ne pourra pas. C'est la victoire pour Jonathan Narvaez devant Oscar Only. Et Finn Fischer-Black qui est revenu du diable Vauvert. Luc Plapp 4e, Javier Romo 5e. Et malheureusement pour Javier Romo, ça veut dire qu'il va perdre son maillot de leader aux dépens de Jonathan Narvaez. Mais il a tout donné. Il a vraiment été héroïque. Javier Romo, il a attaqué. Il attendait de surprendre en attaquant lui plutôt qu'en subissant les attaques. Je pense que c'était probablement la bonne technique, mais il a perdu finalement à cause de Luc Plapp. C'est Luc Plapp qui a ramené tout le monde, puis qui a roulé et qui a permis à Narvaez de lancer un sprint parfait. Que Oscar Only, mon favori du jour, qui finit 2e. Il était pas loin. Et puis Finn Fischer-Black, on a vu d'un seul coup revenir de derrière à fond. Il a doublé Romo, il a doublé Plapp, il finit 3e. Mais la victoire, elle est pour Narvaez. Et Narvaez qui va en plus s'emparer du maillot de leader. Narvaez qui devance donc Oscar Only et Finn Fischer-Black. Ils terminent tous dans la même seconde. Luc Plapp et Javier Romo font 4 et 5 à 3 secondes de l'équatorien. Et puis on retrouve ensuite 4 coureurs à 6 secondes. Michael Wood, Thomas Glog pour la Team Visma Lead Bike qui fait la bonne opération peut-être au classement du meilleur jeune. Magnus Sheffield et Bastien Tronchon qui terminent 9e. 10e de ce top 10, c'est Patrick Conrad à 15 secondes. Les autres coureurs marquants, Adjevine termine à 37 secondes. Chris Harper qui aura beaucoup donné, finalement 16e à 42 secondes. Albert Philipsen, le maillot blanc, termine à 48 secondes en compagnie de Zach Marridge. Et beaucoup plus loin sont les autres. Ce qui va nous donner un classement général un petit peu chamboulé, avec Narvaez, donc nouveau leader. Il a 9 secondes d'avance sur Javier Romo et ça devrait donc être suffisant en vue de l'étape de demain qui est une étape toute plate, un sprint. Il ne va pas perdre 10 secondes sur Romo, c'est pas possible. C'est Narvaez à moins d'une chute et d'un abandon qui va s'imposer. Le 3e au classement général, c'est Finn Fischer-Black, le coureur de la Red Bull Boransgro. Le néo-zélandais est 3e à 12 secondes. Oscar Only monte à la 4e place, il est à 15 secondes. Et puis toujours 5e, on retrouve Bastien Tronchon, le français de la Décathlon AG2R qui prend une superbe 5e place à 24 secondes. 24 secondes, c'est également le temps de Luc Plapp en 6e position. Derrière, on retrouve Magnus Sheffield, 7e avec 27 secondes, tout comme Thomas Glog, 27 secondes. Le top 10 est complété par Patrick Conrad de la Lidl Trek à 31 secondes et Michael Woods à 47 secondes. Tiens, puis j'ai oublié de mentionner le dernier de l'étape. On aime bien parler du dernier de l'étape, c'est une étape dure en plus aujourd'hui. Ils sont 2 à être arrivés en dernière position. Il s'agit de... on a eu un abandon. On en a eu l'abandon de Loïc Van Belle, le coureur de la Team Visma Lead Bike, où il était pris dans une toute petite chute à un moment. Et finalement, il a dû abandonner, Loïc Van Belle. Et le dernier du jour, c'est Michael Hepburn, échappé de la Jayco. En fait, s'il a abandonné et laissé les autres échappés, c'est probablement parce qu'il était au bout. Il termine à 18 minutes 29, alors que l'avant-dernier termine à 12 minutes 38. Autrement dit, qu'il s'est laissé vivre sur la fin de l'étape.
Au classement par points, ça s'est resserré, ça s'est plus que resserré, puisque Sam Welsford est toujours leader avec 60 points, devant Jonathan Narvaez avec 60 points. Donc ils sont ex-aequo, mais bon, demain c'est à sprint, ce serait plutôt Welsford qui va marquer des points. Coquard est toujours dans le coup aussi, en 3e position avec 52 points. Le classement de la montagne, ça y est, on peut le dire, c'est officiel. Fergus Browning terminera meilleur grimpeur de ce Tour Down Under. Il devance largement Maro Schmidt et Jonathan Narvaez. Et puis, au classement du meilleur jeune, c'est Albert Witten Philipsen qui est toujours leader. Ah oui, parce que Thomas Glog, en fait, il a plus de 25 ans. Je le croyais plus jeune, Thomas Glog, mais il n'est pas dans la catégorie de meilleur jeune. Il devance Zach Marridge, toujours de 15 secondes, et Pablo Torres de 20 secondes. Je vais aller regarder, tiens, quand même, l'âge de notre ami Thomas Glog. Il a 23 ans. Eh bien, ça suffit pas. Finn Fischer-Black aussi, il est jeune, il a 23 ans, mais donc c'est les moins de 23 ans qui sont comptabilisés ici. C'est pas comme au Tour de France où on a les moins de 25, là c'est les moins de 23, ce qui permet à Albert Witten Philipsen de garder son maillot de meilleur jeune. Et ben voilà, quelle étape là, on a eu du spectacle. On a eu du spectacle au début, on a eu beaucoup de spectacles à la fin. On a eu la Jayco Alula qui a tout tenté. Malheureusement, ça n'a pas du tout payé, avec une attitude étrange de Luc Plapa à la fin, qui a roulé pour rien gagner, pour aider les autres à gagner. Demain, on a une dernière étape, mais c'est une étape toute plate, un espèce de critérium dans les rues d'Adélaïde. On fera 20 fois le même petit tour sur seulement 90 km. Autrement dit, ça va tourner pour une arrivée au sprint pour Welsford ou un autre. On verra ça demain. En tout cas, ça ne changera pas le classement général qui devrait être remporté donc par le champion d'Équateur en titre pour la Team Emirates, Jonathan Narvaez. C'était une belle étape. Je suis bien content. À demain. Salut à tous. Salut à toutes.